Hello les livrevores, comment allez-vous? J'espère que vous avez faim, parce qu'aujourd'hui je vais vous proposer un gros morceau. Un bon gros morceau, bien épais, bien juteux, qui vous remplira la panse. J'ai nommé American Desperado, de John Roberts et Evan Wright. Alors pourquoi j'ai choisi ce livre aujourd'hui? Déjà parce que je sais pas si je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, mais il y a un type de livre que j'affectionne particulièrement, c'est quand c'est des témoignages ou des biographies de mecs complètement ouf et dont on ne soupçonne pas l'existence et qui ont une vie qui dépasse la fiction. Et ben American Desperado, ça parle d'un mec comme ça parle de la vie de John Roberts, qui, comme le dit le titre, a été un desperado toute sa vie et qui a défrayé la chronique pendant des années et des années. Et je suis sûr que même si vous savez pas qui c'est, par le biais de films, de séries ou d'autres bouquins, vous avez peut-être dû entendre parler de lui parce que c'est un des plus grands criminels du XXe siècle. Et ce qui est fou, c'est que en réalité, ce livre-là, American Desperado, j'en ai parlé à des tas de gens et personne n'en a jamais entendu parler. Personne ne m'a jamais dit ah oui c'est vrai, t'as raison, je l'ai lu ce bouquin, il est extraordinaire, ou même juste ah, on m'en a parlé, ou je suis passé devant dans une librairie, non rien. C'est un grand inconnu. Et je trouve que c'est une grande injustice. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, parce que en fait c'est un témoignage incroyable sur l'histoire secrète, l'histoire parallèle des États-Unis. Alors pourquoi? Notre ami John Roberts, né Riccobendo, c'est un mec qui est né en 1948. Et comme son nom l'indique, John Riccobono, c'est un fils d'immigrés italiens dont le père était affilié à la Cosa Nostra et très proche du camp de Lucky Luciano, un des fondateurs de la mafia américaine. Et en fait, c'était un assassin, quoi, un tueur pour la mafia. D'ailleurs, à l'âge de 7 ans, en accompagnant son père, il assiste à un de ses contrats en fait en live, en direct. Il voit son père tuer un mec et donc il lui explique en gros ce qu'il fait. Il prend conscience que en fait il vit parmi des criminels quoi. C'est un peu tôt 7 ans, mais en même temps, à ce moment-là, son père lui dit le mal est plus fort que le bien. Si tu dois choisir entre le mal et le bien, choisis toujours le mal. Et, à 7 ans, je pense que ça a dû s'imprimer dans son inconscient. C'est peut-être pour ça qu'il est devenu aussi ouf. En tout cas, American Desperado, là, peut-être que son manque de succès, c'est que ce livre a paru en France, je crois, en 2013. Il avait été édité chez Nova Édition et je me rappelle que moi je l'avais chopé parce que je traîne toujours dans les librairies et je m'intéresse un peu à tout, mais il avait une sale gueule, la cover elle était vraiment moche, c'est juste parce que j'avais lu la quatrième de couverture que je l'avais acheté. Et il a ensuite paru au livre de poche 2 ans plus tard. Mais le truc c'est que en fait quand il est sorti c'était bien avant Narcos par exemple ou des films comme Barry Seal ou qui avaient popularisé toute cette histoire de Pablo Escobar, du narcotrafic et tout ça. Et John Roberts, en fait, il a joué un rôle important dans cette histoire. Et donc peut-être que il n'a pas eu de succès parce qu'il est peut-être sorti un peu trop tôt. Donc pour en revenir au bouquin, comme je vous disais, sur la cover on voit John Roberts et Evan Wright. Evan Wright, qui c'est un journaliste américain qui a eu plein de prix et qui est proche du mouvement Gonzo. Alors, pour ceux qui savent, le gonzo journalisme, ça a été popularisé par Hunter S. Thompson, qui a été lui-même popularisé par Johnny Depp là, dans son film là, Rome Express. Hunter S. Thompson, c'est un mec dans les années 60-70 qui a fait du journalisme immersif en gros. C'est ça qu'ils appelaient du journalisme gonzo. C'est il allait tout seul, avec ses propres moyens,
notamment chez les bikers par exemple, et il vivait avec eux pendant plusieurs mois, et ensuite il en tire un reportage. Et donc Roberts là, c'est un mec qui fait du journalisme un peu dans la même veine, et il a été rendu célèbre parce qu'il avait été avec une escouade de soldats américains pendant la guerre du Golfe, et HBO avait adapté ces articles. Et tout d'un coup, ça avait mis la lumière sur toute sa carrière, quoi, et tous ses écrits. Donc cela a permis ensuite de pouvoir être édité en livre à plusieurs reprises. Et donc ce mec-là, John Roberts, il s'est attaché à enquêter sur l'histoire de... pas John Roberts, pardon, de Evan Wright. Il s'est attaché à enquêter sur la vie de John Roberts. Il l'a interviewé, il a parlé avec lui pendant des mois et des mois. Et ce qui est cool en fait dans ce livre, c'est que comme c'est un enquêteur, il a fait en sorte que ce soit pas juste un livre d'entretien. Il fait comme si c'était John Roberts qui se livre à la première personne, quoi. Mais en fait, à chaque fois qu'il raconte une anecdote, par exemple, qui a l'air un peu fumeuse ou justement trop belle pour être vraie, en fait, il interrompt le récit. Et là, il prend la parole et il nous dit, bah non, non, j'ai enquêté, j'ai été voir tel mec, j'ai bien vérifié ce qu'il me disait, et finalement c'est vrai, c'est bien vrai ce qu'il dit. Bien que ça dépasse que la réalité dépasse la fiction, c'est bien vrai. Et je trouve ça fascinant en fait que de temps en temps ça nous sorte du récit pour nous prouver que c'est une histoire hallucinante. Donc, revenons-en à nos moutons. Euh, Notre ami John Roberts, né à Ricobono en 1948. En fait, il est mort en 2011, et peu avant sa mort, il avait commencé déjà, en tout cas aux États-Unis, à devenir célèbre. Pas parce qu'il faisait des allers-retours en prison, parce qu'il avait été arrêté, parce que c'était avant, mais parce que des rappeurs, par exemple, comme Akon, s'étaient intéressés à son histoire et avaient sorti des morceaux sur lui, ou on l'appelait le Cocaine Cowboy. Euh, le livre, il s'ouvre sur une anecdote où il habite à Miami, en fait, et il va avec son fils, il a un jeune fils de 11 ans, et il va à un match de basket, et quand les organisateurs du match se rendent compte qu'il est là, ils le filment, et sur les écrans géants là, du stade, et ils arrêtent le match et ils disent ouais, le cocaine cowboy est parmi nous, faites-lui un tonnerre d'applaudissements. Et lui, en fait, comme c'est un mec à l'ancienne, il se dit mais c'est n'importe quoi, moi quand j'étais petit, un mec comme moi, on m'aurait jamais applaudi. On m'aurait craché dessus, on aurait dit que j'étais un criminel, et là maintenant on me porte au nu, parce que mon histoire est devenue célèbre, et parce que des rappeurs qui savent même pas parler, enfin Dixit, John Roberts, font des morceaux sur moi. Après, il a du recul, hein. Il se dit moi je m'en fous, ça fait plaisir à mon fils de me voir sur grand écran, et que des rappeurs ou des basketteurs viennent me demander des autographes, donc je joue le jeu, mais je trouve ça complètement aberrant. Et ça montre bien en fait son état d'esprit. C'est qu'en réalité il est conscient sur ce qu'il est, et lui il se prend pas pour une star. Et donc pourquoi je vous conseille ce livre, et pourquoi j'avais envie de parler de ce livre aujourd'hui. Donc déjà c'était pour rétablir une injustice, hein, comme je vous dis, j'ai jamais rencontré personne qui l'a lu ce bouquin. Et parce que surtout, donc je vais vous brosser un peu le tableau de ce gars, et des anecdotes de sa vie sans tout vous spoiler, pardon, mais pour que vous ayez envie de le lire. Mais en fait, par le biais du journaliste, là, donc on voit la vie depuis sa naissance jusqu'à sa mort, parce qu'il est mort en 2011 d'un cancer. Mais au-delà du fait que ça a été un des plus grands criminels du XXe siècle, en fait, sa vie, elle suit vraiment l'histoire des États-Unis, et pas à pas, quoi. On le voit au début des années 60, quand il commence à devenir un petit mafieux. On le voit ensuite avec la guerre du Vietnam parce qu'il y va. On voit son retour quand c'est les 70s, et l'explosion des boîtes de nuit à New York. Et il côtoie Jimi Hendrix et les Rolling Stones. Ça aussi, c'est tout un pan de l'histoire américaine. On le voit ensuite devenir justement le représentant du cartel de Medellín à Miami, et d'inventer carrément le trafic entre la Colombie
et les États-Unis. Et donc c'est des pans entiers de l'histoire de l'Amérique, mais qu'on voit du côté d'un criminel et du côté obscur de la force, quoi. Et c'est surtout ça qui est impressionnant. C'est que le mec, il a vécu pas si longtemps que ça, un peu moins de 70 ans, mais il a accompagné l'histoire américaine pas à pas, mais dans l'ombre. Et ce qui est fou aussi, c'est que comme c'est lui qui témoigne de sa vie, par moment il s'arrête aussi, et c'est un truc hallucinant, il donne des conseils des fois, par exemple des trucs un peu bêtes, mais il vous dit par exemple si vous devez tabasser quelqu'un avec une batte de baseball, visez les jambes, parce que y a que là que c'est efficace en fait. Le mec sinon il peut vous bloquer avec son bras, et c'est vous qui vous retrouverez sur le tapis, ou genre si vous vous faites tirer dessus, si vous faites tirer de loin, courez, mais si vous faites tirer de près, en fait allez plutôt vers le tireur, vous avez plus de chances de survivre si vous allez tout de suite vers lui, et ça déviera un peu le tir, et ça fera moins de dégâts que si vous lui tournez le dos et que vous faites tirer dans le dos, ou, si vous devez éliminer un corps et le jeter dans l'eau ou dans la rivière, mettez du barbelé autour de l'abdomen, parce que quand les intestins gonfleront, ça crèvera l'abdomen et il remontera pas à la surface. Enfin, plein de trucs comme ça. On dirait qu'ils nous racontent, enfin, qu'ils nous donnent des tips sur de la mécanique, ou je sais pas, moi, sur comment jouer aux courses. Et en fait, non, c'est que de la violence et que comment s'en sortir dans des situations où normalement on peut pas. Et j'ai aimé ça aussi, le fait que parfois il soit vraiment terre à terre, et qu'il nous explique la tambouille d'un criminel, quoi. En tout cas, pour en revenir au début, justement, moi, ce qui m'a pris tout de suite dans le bouquin, c'est que donc on voit qu'il naît dans le Bronx, et qu'ensuite très vite il vient vivre à Little Italy avec son père qui est euh, lui et ses oncles vraiment assez bien intégrés dans la Cosa Nostra, et comment dire, étant vraiment membre influent de la mafia, et sans complexe, quoi, en vivant ouvertement du crime. Et comme je vous ai dit, à partir de 7 ans, il a vu en live ce qu'était la vie de son père. Et donc, on voit très vite que juste après la fin de l'école, quoi, bah, il rejoint le business familial. Il commence lui aussi, comme tous les petites frappes, à faire des petits boulots, à essayer de monter des trafics, à essayer de faire de l'argent le plus facilement possible. Et d'ailleurs, il a une phrase pareille au début qui rappelle celle de son père, c'est qu'il dit euh, je n'ai jamais eu de respect pour la vie humaine, et c'est peut-être ce qui m'a réussi. Donc on voit que le mec est cramé dès le début, quoi. Et, et donc ce qui est vraiment intéressant, c'est que bien sûr on voit l'ascension d'un criminel, mais on voit aussi la différence des époques. Par exemple, ses parents là, apparemment c'est des immigrés siciliens qui arrivent dans les années 20, donc il y a plus de 100 ans. Et on voit que New York à l'époque, voilà, quoi, c'est le New York il y a plus de 100 ans. Surtout dans le Bronx ou dans l'Italie, c'est le tiers-monde, quoi. Il y a encore des carrioles, il y a encore. Et puis lui, en plus, vraiment où il habite, c'est vraiment un endroit où il n'y a que des Italiens, où il y a des importateurs d'huile d'olive, où on parle italien, on parle même pas anglais. C'est complètement un monde parallèle déjà. Avant même que ce soit le monde de la criminalité, c'est pas le monde des wasps, quoi. C'est vraiment le monde de l'immigration et le monde de ceux qui n'ont pas d'argent et qui doivent se débrouiller. Et on voit son père, donc au début, qui est par rapport à ses oncles, en fait, ses oncles, ils étaient vraiment des lieutenants de Luciano. Tu vois. Lui, c'était vraiment plus un mec violent, qui était réputé pour aller faire le sale boulot. Il avait le statut de madman, comme on dit. C'était pas un capot, ses oncles c'était des capots, mais lui c'était plus un madman en fait. Et donc on voit que son père fait son bonhomme de chemin dans, dans la mafia, et que donc son fils n'hésite pas une seconde à reprendre les affaires familiales. Et ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, on voit, ça nous brosse un tableau de toute l'intelligentsia, justement, de la mafia de l'époque, celle dont on entend parler dans les livres et qu'on voit dans les films, parce que, comme je vous dis, donc il travaillait pour le Luciano, mais
voit aussi défiler Meyer Lansky et Bugsy Siegel, qui faisaient partie de la Jewish Mafia, mais qui travaillaient pour Luca Luciano. Et on voit passer tout un tas comme ça de célébrités mafieuses. Parce que, comme je vous dis, c'est vraiment le début de la Cosa Nostra et on voit un peu comment ça fonctionnait entre eux, les règlements de compte déjà, les luttes d'influence, les luttes de pouvoir. Et là, par les yeux d'un gamin qui voit son père, ou qui accompagne son père parfois, même chez les grands pontes justement de la mafia. Et c'est rare justement d'avoir des témoignages de première main comme ça. Et quand lui, il arrive dans le business, il a à peu près 20 ans, donc on est dans les années 40. Et c'est au moment justement où il y a la guerre et que justement Meyer Lansky par exemple et Lucky Luciano, on le sait maintenant, ont aidé pas mal les services secrets américains par rapport à la traque des espions nazis. Et on voit les accointances entre la CIA, enfin c'était pas encore la CIA à l'époque, mais ce qui allait devenir la CIA et la mafia, et on voit que pendant la guerre, il y a eu des deals entre eux, justement au nom de l'intérêt national. Et donc quand la guerre se termine et que lui commence à travailler vraiment, il a déjà plein de connexions de tous les côtés. Et c'est pour ça que pendant longtemps, en réalité, il est même pas inquiété par les forces de l'ordre, parce que il fait partie du sang bleu de la mafia, et en même temps, il a des connexions avec plein de, de mecs qui travaillent soit pour la police, soit pour ce qui devient la CIA, ou même le FBI de Hoover à l'époque. Et bon, bien sûr, ça veut pas dire qu'il a carte blanche pour faire ce qu'il veut, mais il est conscient en fait de son statut de sang bleu de la mafia. Bon, ça l'empêche pas de faire plein de conneries et de se faire vite alpaguer plusieurs fois, mais il a un talent, et ça on le verra à travers toute son histoire, il a un talent quand même phénoménal pour se sortir de situations juridiques et judiciaires où normalement il devrait vraiment prendre beaucoup, et d'une manière assez incroyable. À un moment donné, il se retrouve très vite en tôle parce qu'il a tabassé des keufs et parce que on a des preuves contre lui sur le fait qu'il fait du trafic. Mais il arrive soit à faire en sorte qu'il n'y ait pas de témoins, soit à passer des deals déjà avec la police, soit à faire jouer ses relations. Et en fait, il fait pas tellement de prison. Le moment où vraiment il va se retrouver en prison, c'est le moment où il y a la guerre du Vietnam qui éclate. Et en gros, on lui laisse le choix, quoi. Il se retrouve en tôle, mais comme à chaque fois qu'il y a la guerre, les États-Unis, et ils font pas mal de recrutement dans les prisons, et donc on lui fait comprendre c'est soit la tôle, soit l'armée. Et en fait, lui, ça le dérange pas trop, quoi. Il va au Vietnam, et là aussi, ça aurait pu être l'histoire d'un troufion lambda qui essaie de s'en sortir pendant le temps qu'il doit passer au Vietnam. Ben non, lui, il se retrouve dans les missions commando, les missions ce qu'ils appelaient stériles, là, sans identification, genre au Laos, au Cambodge, où les États-Unis n'avaient pas le droit d'être officiellement. Et mine de rien, bah, il devient bon, il devient un super commando. Comme quoi, hein, être dans la mafia finalement, ça forme à tout. Et il devient un super mec des forces spéciales en gros. Euh, il a pas mal de boulot, il fait des missions super balèzes, jusqu'au jour où il se ramasse une balle dans la tête. Et là, normalement, on se dit, bah, c'est foutu, quoi. Il s'est ramassé, pas une balle de Beretta, ce qui serait déjà beaucoup, mais une balle de fusil d'assaut Viet Cong. Et le truc, c'est qu'il survit. On lui met une plaque dans le crâne et on arrive à lui extraire la balle et il survit, en fait. Et sans séquelles neurologiques importantes, il est rapatrié, il rentre à New York et en gros, il a un souvenir métallique dans le crâne, mais sans plus, quoi. Il arrive à s'en remettre. Et comme je vous disais au début, bah, quand il revient, c'est quand même le vrai boom des années de la drogue à New York et du rock'n'roll et de la fête new-yorkaise. Donc avec ses accointances criminelles, il monte vite un business dans une boîte de nuit à New York, et il s'en sert comme couverture pour vendre de la drogue. Et le truc, c'est que sa boîte, elle fait un carton. Toutes les stars de l'époque viennent euh, en même temps pour s'amuser et en même temps pour lui acheter de la cam. Et il se met à côtoyer Jimi Hendrix, les Rolling Stones, et toute cette faune musicale de l'époque. Il les ramène chez lui, il a une villa sur l'Hudson. Et,
Et il a des témoignages pareils. À un moment, quand il décrit Jimi Hendrix, on a l'impression que c'est un baltringue, mais un vrai baltringue. Alors qu'on n'a jamais cette image-là de lui, ou même des Rolling Stones, la manière dont il nous parle d'eux, c'est pas la manière d'un groupie, quoi. Et donc ça nous montre, justement, et puis pareil, les luttes d'influence entre différents clans mafieux, et puis entre différentes mafias aussi, entre guillemets, les luttes de territoire, les coups de pression qui se mettent entre eux, la- comment ils doivent gérer aussi la police, les descentes, et on a l'impression d'être avec lui, quoi. Et pareil, toutes les fois où il se retrouve dans des situations où normalement il devrait pas survivre, mais en même temps, comme c'est un ouf, parce qu'il y a ça aussi, tous les témoignages, que ce soit les témoignages des flics, les témoignages des mecs qui l'ont connu dans la mafia, les témoignages des journalistes, les témoignages de ceux ensuite qui l'ont connu soit à l'armée, soit plus tard ils disent tous qu'en fait, ce qui marquait ce gars, c'était qu'il avait pas peur. Il faisait partie des 1% de mecs qui avaient vraiment pas peur, jamais. Et à un moment, il le dit lui-même, il dit la plupart des gens, quand on leur met un flingue sur la tête, 99% des gens, bah, ils ont peur, ça les calme direct, ils sont prêts à tout pour faire en sorte de sortir de cette situation. Il dit bah moi je fais partie des 1% des gens que quand on me met un flingue sur la tête, ça m'énerve, ça me fait pas peur, j'ai juste envie de défoncer le gars encore plus. Et ben en fait ça résume le gars, c'est qu'il se retrouve plein de fois. À un moment, il décrit, bien plus tard, hein, quand il est en connexion avec le cartel de Medellin, il se fait choper par un cartel concurrent et il y a des mecs qui lui mettent vraiment comme dans les films des pinces de batterie sur les testicules pour le torturer. Et là, ça nous prouve de ce qu'il disait avant, c'est que lui, il se met pas à supplier, il se met pas à pleurer, il se met pas à balancer, il prend la décharge et pas il rigole, mais limite il leur fait comprendre, les gars, bah, vous ferez mieux de m'abattre et d'en finir, parce que si vous me laissez partir, si je m'en sors, bah, moi je vous ferai pas de cadeau. Et c'est incroyable, la manière dont il raconte, pour lui, ça n'a pas été quelque chose de traumatisant. C'est un vrai fou. Et d'ailleurs même, parce que c'était aussi un tombeur, hein, il a vécu avec plein de mannequins, d'actrices. À un moment, des photos aussi, on voit Tony Moore, un mannequin de l'époque, qui avait fait quelques films. Et à un moment, il a vraiment une relation longue avec elle. Et il refaisait même des affiches de films avec elle. Et donc la plupart des femmes aussi disent que ce qui les attirait chez lui, c'est que on voyait ce côté de noirceur en lui, mais comme en même temps c'était quelqu'un de super attachant et de un beau parleur, il avait pas l'accent par exemple justement italien du Bronx ou du Queens ou de Brooklyn, il avait l'accent de New York mais éduqué. Et ça faisait un mélange en fait de charme et de terreur qui fait que les femmes aussi étaient attirées par lui et restaient longtemps avec lui et étaient prêtes à beaucoup de choses pour le protéger même. Donc je m'égare un peu, mais ça fait partie du personnage. Une fois que justement il prend conscience que la drogue en fait c'est peut-être ce qui rapporte le plus dans le crime et qu'avec son expérience new-yorkaise là, il commence à savoir gérer ce trafic, il se dit que bah, finalement il va se focaliser sur cet aspect-là. Le problème, comme je vous disais, c'est qu'il y a des bisbilles de territoire, des problèmes avec d'autres équipes de mafieux, et à un moment donné, il se retrouve parce que il a dû tuer des adversaires et il doit se sauver en fait, il doit partir de New York. Et c'était l'époque où justement la mafia, bon, on sait depuis Al Capone, elle était depuis la prohibition, elle était bien implantée à Miami, en Floride. Et mais justement, ils essayaient justement de développer à Miami le trafic de stupéfiants. Donc il l'envoie là-bas en se disant que vu qu'il a déjà de l'expérience, il arrivera sûrement à développer le truc. Et ben bien de leur a pris, enfin, d'un point de vue criminel, parce que en réalité c'est le premier qui va contacter Escobar et sa bande, et surtout Ochoa qui était au-dessus d'Escobar en réalité, en Colombie, et il va mettre au point en fait le trafic entre la Colombie et la Floride. Et là, il va monter une équipe de fous, quoi, parce que bien sûr, il y aura lui et quelques mafieux, mais il va trouver un mec qui s'appelle Mickey Monday, et lui, en fait, c'est genre un ingénieur fou.
Il invente plein de trucs. C'est lui qui invente des espèces de hors-bord cigarettes qui vont plus vite que tous les bateaux qui existent. Il invente aussi des espèces de sous-marins pour rendre le trafic encore plus sécur. Il invente des brouilleurs et des capteurs pour écouter les forces de l'ordre. Il monte une équipe digne des meilleurs films d'Hollywood. Et par exemple, le film avec Tom Cruise, la Barry Seals, là, où on voit ce pilote qui commence à faire des allers-retours avec la Colombie, puis finalement à la fin il se fait buter. Bah, en fait, à un moment il travaille pour lui en fait, Barry Seals. Et pareil, quand il va au Colombie, c'est grâce à sa personnalité en réalité qu'il arrive à faire en sorte que tout ce cartel là, qui était quand même un cartel de malades, euh, bah en fait lui donne les clés, lui disent ok, on travaille avec toi, t'as l'exclusivité, on t'envoie la cam et c'est toi qui gères le flux quoi. Donc déjà là, quand on arrive à ce moment-là du bouquin, pareil, on n'est plus ni dans le swinging New York, ni dans le Vietnam, ni dans le Bronx des années 20. On est dans le vrai trafic narcos, enfin l'émergence, la naissance du truc qui va donner aujourd'hui tous les cartels, même au Mexique, etc. Bah, ils étaient à l'origine. Et c'est ça qui est fou dans ce bouquin, c'est qu'après on voit comment il arrive à monter ça de toutes pièces et comment personne ne sait qui c'est. Parce qu'à l'époque, la DEA, le FBI, toutes les forces de l'ordre américaines savaient bien qu'il y avait une tête de pont en fait américaine qui servait de lien avec la Colombie, mais personne ne savait qui c'est. Et au bout de même de plusieurs années, le seul témoignage qu'ils avaient, c'était il y avait un gringo barbu. C'est le seul truc. Et pendant des années, ils deviennent fous. Ils essaient de savoir qui est ce gringo barbu. Et pendant ce temps-là, le gars, il amasse pas des milliards, mais en tout cas des dizaines et peut-être des centaines de millions de dollars. À un moment donné, il explique, parce qu'il vit en Floride, bon, il a des villas, il a des voitures, il a une écurie de, de chevaux, il a la belle vie, quoi. Mais à un moment donné, il va même, genre, dans, dans le vieux sud, et il achète à des rednecks des granges pour stocker de l'oseille, pour stocker des bifetons, parce qu'il n'arrive plus à stocker l'argent. Il raconte que il en a tellement qu'il sait plus quoi. Même s'il l'investit, même s'il le place, bah, en fait il y a trop de cash. Et comme dans les films, quoi, quand on les voit les planquer de l'argent, ils achètent des maisons et ils planquent l'argent dans les murs des maisons, bah en fait c'est le premier à avoir fait ça. Et puis après, même lui, il est tellement haut en couleur qu'à un moment il vit avec un mannequin et une panthère et presque au vu au-dessus de tout le monde, quoi. Et pendant ce temps-là, les forces de l'ordre ne savent pas que c'est lui. Il faudra des coups de filet magistraux, il faudra justement la mort de mecs comme Barry Seal et à un moment donné, je crois une photo de mariage ou un truc en Colombie pour mettre vraiment sa tête sur le radar de la DEA. Et après, bien sûr, bah, une fois qu'il y a eu sa tête, il y avait les affiches Wanted et tout ça. Mais ça durera encore un moment. Mais là où il est fort justement, c'est que après des péripéties nombreuses, quand il se fait arrêter, la première chose qu'il dit, parce qu'il se fait, comme d'hab aux États-Unis, il y a le cumul des peines, et il prend genre 300 ans de prison. Et au moment où il y a le verdict, il dit moi je savais très bien que j'allais pas passer 300 ans, enfin 300 ans bien sûr il allait pas les passer, mais qu'il allait pas rester en prison, quoi. Il dit moi je savais très bien que j'allais pas rester plus de 2-3 mois en tôle, que les mecs allaient venir me chercher. Et justement, 3 semaines plus tard, le FBI vient le voir et lui dit bah écoute, si tu veux sortir, c'est simple, hein, raconte-nous. Donc lui, il veut pas rester en prison, il accepte de collaborer, il sort, et la vie est belle, quoi. Il récupère, il a perdu de l'argent mais il en a encore. Il retourne vivre à Miami. Bon, pendant un moment, il doit être bien sûr protégé, tout ça, mais la preuve, là, il a sorti un bouquin, il était connu, les rappeurs venaient chez lui. En gros, le gars, bon, après, dans les deux dernières années de sa vie, il a eu un cancer, ça l'a rattrapé, il est mort, mais même lui, il le disait avant de mourir, il disait, et ça lui a plutôt réussi le crime. C'est incroyable. Après, c'est clair que c'était une personnalité à part, et c'est clair que des mecs comme lui, on n'a pas beaucoup. Mais quasiment jusqu'à la fin. Bon, après, il s'est vraiment racheté une conduite parce que avec sa dernière femme, il avait eu un enfant là, et dès qu'il a eu son fils, il a vraiment essayé de. Enfin, il a mis un terme à
toutes ses activités criminelles et la seule manière qu'il avait de vivre c'était ça en fait, de raconter son histoire, de pas, apparemment il avait vendu des droits aussi à la télé, il avait réussi à se débrouiller quoi en gros. Mais il vivait bien, il avait une vie aisée, il avait une villa de fou à Miami et il avait aucun problème. Et ce qui est incroyable et super intéressant, encore une fois, c'est que déjà il y a la personnalité de ce mec là, John Edwards, mais c'est justement le chemin parcouru et les étapes. C'est vraiment une histoire parallèle de l'Amérique et là je vous ai brossé un tableau rapide parce que je veux pas tout vous raconter parce qu'il y a des perles quand même dans ce livre, mais à la limite chaque décennie américaine on la voit du point de vue d'un criminel, mais d'un criminel qui a côtoyé tout le monde, qui a côtoyé des hommes politiques, qui a côtoyé bien sûr tous les réseaux criminels existants, qui a côtoyé des stars, qui a côtoyé des journalistes, qui a fait la guerre, qui a ensuite été à l'origine des plus gros narcotrafics de l'histoire. Et tout ça, en plus, avec une espèce d'élégance presque, et une nonchalance, malgré le fait que, encore une fois, c'est un criminel endurci, c'est un tueur froid, mais conscient de lui-même, qui n'essaye jamais d'embellir les choses, ou justement de faire en sorte de devenir cette star là, de cocaine cowboy que les médias américains ont essayé de faire de lui. Et c'est ça aussi qui est presque respectable chez lui, c'est que entre guillemets, il sait que il a été une ordure en gros, mais il essaye pas de se trouver d'excuses, il essaye pas d'édulcorer, d'adoucir son histoire. Et en même temps, on peut pas nier le fait que ça a été quelqu'un de super courageux et de super intelligent. Et que peut-être si, comme d'habitude, quoi, si le contexte avait été différent à la base, peut-être que ce serait devenu un petit génie de la tech ou de la Silicon Valley ou un écrivain à succès, que sais-je encore. Mais en tout cas, c'est un des personnages rares comme ça, déjà dont on ne connaissait pas l'histoire, dont on ne connaissait pas l'existence même, et que bah justement, c'est manger des livres, ça sert à ça sert à découvrir des choses comme ça. Bien sûr, hein, je suis un mangeur de livres de tout genre, j'adore lire un livre de SF et partir dans des mondes imaginaires, ou de la fantaisie, ou que sais-je encore, mais quand je tombe sur des histoires vraies comme ça, et en plus narrées par le, le protagoniste et corroborées par un journaliste, bah en fait, je crois que c'est peut-être les bouquins que je préfère. Parce que ça nous montre qu'en réalité, justement, la réalité dépassera toujours la fiction. On pourra jamais imaginer des histoires plus folles que des histoires de mecs comme ça. Et j'espère que dans les podcasts qui viendront, je vous parlerai encore de tas de gars comme ça, parce que j'en ai lu des millions des bouquins comme celui-là. Mais celui-là, quand même, il fait partie du haut du panier. Donc, vous faites sûrement partie de tous ceux qui ne connaissent pas l'existence de ce livre. Donc, je vous le redis, American Desperado, c'est le titre. John Roberts et Evan Wright, ce sont les auteurs. C'est disponible au livre de poche, pour pas très cher, moins de 10 euros. Alors celui-là, je vous dirais pas que vous le trouverez facilement en occasion. Après, peut-être que sur Amazon, ça se trouve, hein. Mais c'est dispo, hein, c'est dispo. Même s'il il a plus de 10 ans. Je le vois de temps en temps à Gibert ou à la Fnac. En tout cas, c'est 10 euros bien investis. Et c'est du lourd. Donc, si vous avez envie de vous remplir l'estomac, de faire une orgie de folie, lisez American Desperado. A bientôt les mangeurs de livres.